Bienvenue Salomon, merci d'être avec nous. Vous avez traversé plusieurs décennies de marché, donc on a hâte de revenir sur votre trajectoire et sur votre vision. Donc pour commencer, quand vous avez commencé donc au tout début, vous aviez 25 ans, qu'est-ce que vous pensiez faire? Est-ce que vous aviez un plan ou est-ce que vous avez avancé surtout par opportunité? Alors, j'avais pas du tout de plan de carrière. La seule chose que le système français, je vais beaucoup parler du système français d'ailleurs, en bien et en mal d'ailleurs, comme ça il n'y aura pas de surprise. Le système français à l'époque, et je pense que d'une certaine manière aujourd'hui aussi, faisait la promotion des bacs scientifiques, des formations scientifiques. Donc, étant plutôt bon dans ces domaines-là, j'ai fait les classes prépa, classiques, maths, maths, puis j'ai intégré Centrale. C'est familier, n'est-ce pas? Donc voilà, et en fait, c'était la 5e année après bac, mon 3e année centrale, 5e année après bac, j'avais quasiment pas trop d'idées. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la finance. Et j'ai eu la chance de faire pas mal de stages. Donc on avait ce qu'on appelle un stage ouvrier d'abord, et ensuite un stage à l'étranger, et finalement un stage de fin d'études. Et ce que je dis toujours aux étudiants, et j'espère que ce sera utile à tous les auditeurs, il faut vraiment essayer de maximiser les expériences. Pourquoi? Parce que soit elles sont bonnes, et effectivement c'est une bonne chose, on apprend, on a envie de travailler dedans, soit elles sont terribles, et auquel cas on se dit, ben non, ça c'est pas pour moi. Et donc moi j'ai eu les deux. J'ai eu un stage ouvrier terrible qui m'a fait faire comprendre que l'industrie c'est pas pour moi. Ensuite j'ai fait un stage terrible à l'époque au Crédit Lyonnais, donc c'est ce qui fait partie aujourd'hui de Calion. Terrible aussi, en fait, très administratif, très bureaucratique, pas du tout d'énergie. Et c'est là que j'ai découvert, parce que ce stage était à New York d'ailleurs, c'est là que j'ai découvert JP Morgan pour la première fois. Et là, j'ai découvert une banque très dynamique, très prestigieuse, pas très grande à l'époque, mais avec énormément d'énergie, d'énergie positive. Et puis quand je suis rentré en France, quand j'ai fait ma 3e année, un stage a été proposé chez JP, c'est comme ça que j'ai franchi le pas. Et à l'époque, je dois dire que la chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est que JP n'était pas très connu en France. Du coup, les gens préféraient aller dans les boîtes classiques, le conseil, les grandes banques. Et j'ai décroché, on va dire, relativement facilement ce stage. Et voilà, le reste, on dit, the rest is history. Je suis resté 27 ans chez JP Morgan. Ok, donc vous avez commencé à Paris, c'est ça? J'ai commencé à Paris, ouais, pas très loin d'ici, place Vendôme. Ok, super. Et ensuite, vous avez décidé de... Alors, j'ai travaillé donc de 92 à 97 à Paris. En 97, on sentait que l'euro allait se faire, et on m'a proposé de bouger sur Londres. Et à l'époque, Londres, c'était vraiment la capitale de la finance en Europe, donc c'était vraiment une opportunité en or, et j'ai sauté sur l'occasion. On m'a proposé de commencer une activité qui était quasiment inexistante à l'époque. C'était le trading sur les produits de taux sur les pays émergents, en Europe de l'Est notamment. Donc à l'époque, c'était, on va dire, c'était la frontière, quoi. Il n'y avait rien. On a traité la Pologne, la République tchèque, ensuite la Turquie, la Russie, etc. Et donc la chance, on va peut-être en parler, il faut bien sûr travailler dur, être smart, mais il y a une part de chance parfois de savoir saisir l'opportunité. Et on a attrapé ensemble chez JP la courbe des marchés émergents au tout début, avant que ça explose. Donc en fait, on a eu beaucoup de chance et on a un petit peu surfé cette vague. Ok. J'imagine qu'au début, du coup, vous découvriez les métiers, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment où ça a été un peu dur au début, où vous vous êtes dit, ok, c'est vraiment exigeant Oui, c'est très dur au début parce que d'abord, il y a une transition à faire. Donc quand on est étudiant, bon, on peut être très bon dans les matières académiques, mais on n'est pas du tout professionnel au sens premier du terme, c'est-à-dire délivrer ce qu'on nous demande, être à l'heure, être vraiment fiable. C'est ça, être professionnel. Et bon, je pense que ça arrive à tous quand on est étudiant. Je pense que ça vous arrive aussi, arriver 5 minutes en retard ou 10 minutes en retard à l'amphi du matin, parce qu'on ne s'est pas réveillé, etc. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Il m'est arrivé, après mes premiers mois de trading, d'arriver en retard de peut-être une demi-heure le matin, parce que je ne m'étais pas réveillé. Et donc, j'ai commencé à faire du trading, et en quelques secondes, j'ai perdu 100 000 $ de PNL. Et là, j'étais vraiment en colère, évidemment, contre moi, parce que je me suis dit que si j'étais arrivé à l'heure, j'avais absorbé les informations du matin, et que j'avais regardé bien mon risque, ma position, ben, ce ne serait pas arrivé. Et donc, c'est la première et dernière fois que je suis arrivé en retard au bureau dans ma carrière, parce que c'est ça, être professionnel, c'est faire la transition entre le monde étudiant et le monde réel qui ne pardonne pas les erreurs. Donc, c'est une phase d'apprentissage qui est intéressante. Et puis, la difficulté aussi, c'est, je pense qu'il faut savoir aussi accepter la critique, et j'ai eu des managers qui étaient très sympas en général, mais qui étaient assez durs quand il le fallait, et il est arrivé d'avoir des problèmes de position et de risque le soir. Ma position n'était pas réconciliée, entre guillemets.
Donc il manquait un trade ou deux, et du coup, je ne comprenais pas le problème. Et j'ai eu un boss, je me rappelle encore, qui s'appelle Philippe, il se rappelle de moi. Il m'a dit: Salomon, tu ne rentres pas chez toi ce soir tant que tu n'as pas trouvé l'erreur. Et je suis resté, je pense, jusqu'à 9h du soir ce soir, avec la transpiration. Et puis finalement, c'était très dur ce jour-là, mais ça m'a appris une chose très importante, c'est que faire du trading, évidemment, c'est connaître ses positions et son risque. Quand on ne connaît pas son risque, on ne peut pas faire de trading parce qu'on ne sait pas quel est son profit, sa perte. C'est comme si on faisait goalkeeper sans connaître les buts derrière soi. Enfin, c'est impossible. Donc ça a été très formateur. Et ce que je dis aussi souvent à mes étudiants, c'est que la critique, il ne faut pas la prendre comme quelque chose de négatif, mais il faut la prendre comme du feedback, et puis essayer d'apprendre par rapport à ça, essayer d'améliorer ensuite. Voilà. Donc, on peut parler aussi du système d'évaluation dans les banques américaines en général. C'est très diplomate, mais en même temps, c'est très, j'ai dire, c'est très agressif en même temps. Parce qu'ils sont très forts, les Américains, ils disent voici vos points forts, donc area of strength. Et puis après, les défauts, ils n'avaient pas ça les défauts. Ils disent area of improvement, donc partie à améliorer. Donc c'est une partie un petit peu sémantique comme ça, mais en même temps, ça permet de dire aux gens voilà, ça fonctionne pas, il faut améliorer. C'est tout le temps comme ça. Ça fonctionne. Donc voilà, non, il y a des moments très difficiles en trading. Je ne sais pas si vos auditeurs sont in love avec le trading, mais le trading, c'est comme si vous étiez à l'école et que tous les matins, vous aviez des devoirs rendus et on affiche vos notes sur un tableau devant tout le monde, avec un classement aussi. C'est un peu ça le trading. Hein. Donc, c'est pas pour tout le monde et il y a une pression latente qui est là tout le temps. Et il faut toujours faire mieux et il faut toujours faire mieux que ses collègues. Et ensuite, c'est pas que ça, on est tout le temps comparé avec ses compétiteurs, avec Goldman, Morgan Stanley, etc. J'en aurais toujours un boss qui me disait un jour j'étais très content, je pensais que j'avais fait mon budget. Donc j'étais très heureux à la fin de l'année, je dis voilà, j'ai fait mon budget, target, même un petit peu plus. Et là, il me dit ouais, non, très moyen ton budget parce que le trader chez Goldman, il a fait 2 fois plus que toi. Ah, donc ça lui claque dans la figure. Et puis c'est toujours ça, en fait, c'est ce qui pousse. Je dis toujours qu'en fait, ce genre de métier, c'est fait pour des gens qui aiment la compétition. De la même manière que le sport de haut niveau, ce sont des activités où, lorsque vous êtes dans une course cycliste, ou bien vous êtes en train de courir avec des amis, vous avez envie de dépasser l'autre tout le temps, il y a cette espèce de stimulation qui est très bénéfique. Mais évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a le stress positif, je fais aussi du coaching, on peut en parler. Il y a le stress positif qui vous pousse à vous dépasser, et il y a un niveau, ce qu'on appelle un tipping point en anglais, qui est un niveau de stress au-delà duquel ça devient négatif, et là, certaines personnes, certains individus, freeze, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'ils sont paralysés, ils disent non, je ne vais jamais y arriver. Donc il faut savoir se connaître dans la vie, connaître ses qualités, et si vous êtes quelqu'un de compétitif, les métiers de la finance, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux dans l'industrie, et ça permet de se dépasser constamment. Et je dis souvent aussi, moi je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'extrêmement génial ou intelligent, etc., mais le fait d'être dans des équipes où on est constamment stimulé par des gens qui sont très intelligents, très compétitifs, ben, ça vous pousse constamment à vous remettre en question, et vous êtes là, il faut, comme on dit, keep up en anglais, il faut constamment se pousser. Et une équipe où il y a 2, 3, 4 personnes qui sont fortes comme ça, la somme des individus, c'est beaucoup plus que chaque individu. Et c'est très, très, très stimulant. Voilà. Je dis aussi souvent que 90% du profit que j'ai généré pour la banque que j'étais à l'époque, c'était pas des idées que j'avais moi, c'était des idées que j'allais glaner autour de moi, chez mes collègues, chez les stratégistes, chez les économistes, chez les clients. C'est un métier, il faut savoir énormément écouter et absorber l'information et développer un esprit de synthèse. Alors c'est marrant parce que bon, à l'époque, déjà à Centrale, on nous disait oui, vous apprenez des choses ici, mais tout ce que vous apprenez aujourd'hui, ça va être obsolète d'ici 5 ans. Mais ce que vous apprenez, c'est surtout à apprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi vrai. Il faut avoir cette capacité à absorber l'information et à trouver un esprit de synthèse pour aller glaner l'information importante. Et dans les marchés, c'est très, très crucial, parce qu'à chaque instant, il y a des millions d'articles dans la presse qui parlent de tas de choses, et il est important de savoir distinguer la partie importante de ce qui n'est pas important. Donc voilà, je peux continuer pendant des heures, mais je vais arrêter là. Il y a plein de points sur lesquels on va revenir, mais déjà, du coup, vous parlez de cette intensité, cette compétition dans les marchés. J'imagine que si vous avez tenu aussi longtemps, c'est que vous avez aimé ça. Est-ce que vous avez compris dès le début que vous étiez à votre place? Et comment vous avez géré sur une trentaine d'années cette pression et cette tension quotidienne presque constante? Alors d'abord, je vais peut-être détruire un cliché qui est, moi je pense qu'il ne faut pas aller dans la finance pour l'argent. En fait, il faut découvrir sa passion et ce qu'on aime faire. Et moi j'ai vraiment découvert une passion pour les marchés très tôt, à la fin de mes études, et ensuite ça m'a poursuivi pendant toute ma carrière. Et
Jusqu'à aujourd'hui, je me réveille le matin, je regarde mon terminal Bloomberg, etc. Et je regarde ce qui se passe dans le marché parce que c'est vraiment cette intensité, ce challenge intellectuel qui m'intéresse énormément. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai développé. Et ensuite, tout le reste vient ensuite, c'est-à-dire quand on aime quelque chose, quand on se réveille le matin, à 6 heures du matin pendant 30 ans, et on est pressé d'arriver au bureau, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, vous avez trouvé le bon job. Il m'est arrivé parfois dans ma carrière d'être un petit peu démotivé. Je peux en parler dans certains épisodes un peu difficiles, comme parce qu'on a fusionné, donc on était chez JP Morgan et Chase Manhattan a racheté JP Morgan en septembre 2000. Et donc là, c'était assez tendu parce que on ne savait pas trop ce qu'on allait devenir. On a une nouvelle banque qui arrive avec un management nouveau, et puis on s'est dit, bon, bah, on risque peut-être de sauter, donc c'est assez angoissant. Mais j'ai jamais perdu l'intérêt, la passion pour le trading, les marchés financiers. Et je continue d'ailleurs à traiter maintenant pour mon compte personnel. Mais j'aime beaucoup le challenge de la psychologie des marchés, qui est quelque chose qui est incroyablement difficile à modéliser, à prédire. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a une composante économique, il y a une composante mathématique, on va dire, mais il y a aussi une composante psychologique qui est à chaque fois unique et qui fait que les modèles statistiques, par exemple, dans les crises financières, explosent complètement. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un jeu qui est à la fois une science, mais un art aussi. Donc, et bon, c'est jamais la même chose, il se passe toujours des choses différentes. C'est marrant, vous pouvez regarder les 5 dernières années, chaque année il se passe un truc que personne n'a prévu d'ailleurs. C'est pour ça qu'être comme on dit, stratégiste et faire des prédictions, c'est très très difficile dans le marché. Donc en 2020, il y a eu le Covid, en 2022, il y a la guerre russe-Ukraine, bon là on a la guerre Iran, donc il y a toujours des événements assez extraordinaires qui font que la volatilité explose et qu'il y a des opportunités, etc. Donc voilà, donc les marchés pour moi, c'est un peu ma passion et c'est ce qui m'a fait tenir, entre guillemets, dans un domaine où j'étais très intéressé. Et effectivement, la compétition, dans mon cas, c'était quelque chose qui m'a beaucoup poussé. 90% de ma carrière, ça m'a donné une énergie à vouloir se surpasser, se dépasser. Et dans mon cas, ça a été positif. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est pas pour tout le monde et c'est pour ça que j'explique à mes étudiants les différents métiers. Et tous les métiers ne sont pas pareils dans la finance. Il faut apprendre à connaître ses qualités et puis voir s'il y a une adéquation par rapport à la fonction qu'on a envie de faire. Certains sont mieux adaptés au métier de vente ou au métier de structuration. Certains sont mieux sur le trading. Donc chacun doit trouver sa voie. Il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas dire je vais aller en finance parce que oui, c'est parce que c'est une carrière profitable. Voilà. Ok. Et du coup, vous avez tenu, je crois, il me semble 27 ans chez JP Morgan. 27 ans chez JP et ensuite j'ai passé 3 ans à peu près chez Morgan Stanley. Ok. Chez JP Morgan, du coup, vous avez beaucoup évolué, vous avez fini managing director. Au-delà du PNL, qu'est-ce qui fait qu'un trader va vraiment monter les échelons en banque? Est-ce qu'il y a d'autres skills qui sont très importantes, dont on ne parle pas trop? Alors, tout à fait d'accord, oui. Alors, dans les banques américaines en général, bien sûr, ce qu'on appelle le bottom line, le PNL est très important. Mais dans les comités d'évaluation dans lesquels j'ai siégé pendant pas mal d'années, il y a aussi tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le fait de bien travailler en équipe, le fait de partager l'information. Moi j'ai vu des individus qui étaient très forts en termes de PNL, mais qui étaient assez individualistes, qui ne partageaient pas l'information, qui n'allaient pas voir les clients assez souvent, et qui étaient un peu, on va dire, qui jouaient un peu perso, comme on dit au football. Et ça, évidemment, c'est très mal vu. Donc le problème de ce genre de carrière, c'est que dès qu'il y a un problème de PNL un jour, ben, du coup, il n'y a pas grand chose pour rattraper. Donc bien sûr, il est évident que pour devenir managing director, il faut qu'il y ait une bonne équipe, qu'il y ait un bon PNL. Mais pour qu'il y ait une bonne équipe, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe, une cohésion dans l'équipe. Et puis un bon leader, c'est quelqu'un qui va aussi protéger son équipe, qui va l'aider à évoluer, qui va l'aider à progresser. Et donc, ce n'est pas que le PNL, même si le PNL est très très important. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je le dis souvent, JP Morgan, c'est une organisation qui a fonctionné très bien, pour une raison très simple, c'est que l'organisation est basée sur la méritocratie. C'est-à-dire que, quel que soit votre diplôme, votre couleur ou votre nationalité, si vous allez performer, vous allez avoir une chance de progresser, de manager des gens, etc. Et ça, je pense que c'est très important et c'est ce qui a fait la force de JP Morgan. Et je ne pense pas que toutes les organisations, toutes les banques fonctionnent toujours sur ce même type de valeur. Et on voit la différence en termes de résultats. Ok. Et du coup, j'imagine que la charge de travail était quand même assez importante, et surtout que, comme vous le disiez, vous aimiez vraiment les marchés et ça vous passionnait. Est-ce que vous arriviez le soir à couper
et du coup allier ce travail assez intense avec une vie personnelle, une vie de famille. Comment vous avez vécu Alors, c'est une question très, très bonne et très classique. Métier très intense, oui. La bonne nouvelle dans les marchés financiers, c'est qu'effectivement, les marchés fonctionnent de 9h à 5h, on va dire. Il y a des horaires. Les marchés finissent par clôturer. Et donc, la tension baisse une fois que les marchés clôturent. Ensuite, c'est tout le travail de risk management, de regarder les risques, etc., de discuter avec l'équipe pour savoir si on va faire d'autres choses avec les portefeuilles. Mais contrairement à ce qui se passe, évidemment, je suis biaisé, en corporate finance, en M&A, etc., où là, il n'y a pas d'horaire. Quand il y a un deal qui doit sortir jeudi, on va passer la semaine dessus, voire les nuits. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans on va dire, dans un milieu où il y a quand même un rythme, où il y a des horaires. Et le conseil que je donne toujours aux jeunes qui veulent entrer dans ce genre de métier, c'est que c'est très important d'avoir des routines. Et c'est très puissant, donc toujours se réveiller à la même heure, dormir à la même heure, aller à la gym, voir sa famille, ses amis, ses parents, etc. C'est très important. Et tu parlais de déconnexion le soir. Alors, pour moi, c'était un peu un red flag, comme on dit, c'est-à-dire que si je rentrais le soir et que j'étais incapable de déconnecter avec ce qui se passait au bureau, c'est que pour moi, j'avais beaucoup trop de risques dans mon portefeuille. Et donc pour moi, c'était un peu un signal qu'il fallait un petit peu se poser des questions. Et encore pire, quand il m'arrivait de ne pas dormir la nuit parce que il se passait des choses sur les marchés et que j'étais un peu sous tension, ça aussi, c'est le genre de problème qu'il faut savoir identifier rapidement. Maintenant, encore une fois, les routines, arrêter le week-end, se déconnecter, laisser son téléphone mobile pendant 24 heures ou plus, savoir aussi se déconnecter, c'est très, très important. Prendre un livre et lire. Et ça permet de durer parce qu'en même temps, ça permet au corps humain et au cerveau de se ressourcer avec d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un milieu où on parle d'alcool, de drogue, etc. Personnellement, je n'ai jamais pris, je n'ai pas besoin, mais bon, c'est un peu des clichés, bien sûr, il y en a sûrement. Il y a aussi des problèmes de burn-out, c'est clair. Mais à mon avis, les problèmes de burn-out viennent du fait que les personnes n'arrivent pas à rythmer leur semaine, leur rythme de travail. Et du coup, quand le corps et l'esprit ne récupèrent plus, c'est là où il y a burn-out. Donc il faut savoir aussi se trouver ces plages de récupération. Très important. Ok. Alors, une autre question qui revient beaucoup pour les étudiants qui se projettent en salle de marché. Vous avez dû voir beaucoup de juniors passer. Qu'est-ce qui, selon vous, distingue un excellent junior qui arrive sur un desk en trading? Alors c'est marrant parce que j'ai fait intervenir un ancien ami collègue la semaine dernière dans un de mes cours à l'ESCP à Londres et il a résumé ça très bien, j'ai trouvé. Il a dit donc pour réussir dans les marchés ou dans ce genre de carrière, donc il a dit be smart, donc il faut être évidemment intelligent, il faut être sharp comme on dit. Il faut être hungry, c'est-à-dire faut avoir faim, faut avoir envie de travailler, faut avoir envie de réussir. Et il disait aussi être ethical, donc avoir de l'éthique. Moi je dirais être professionnel tout simplement au sens large. C'est-à-dire prendre les choses sérieusement, délivrer ce qu'on promet. Et puis, pour moi, l'éthique, ça paraît évident, surtout après 2008. Je veux dire, il est évident que toutes les règles de compliance, etc., ça, il faut absolument pas plaisanter avec ça. Donc pour moi, c'est un peu les trois choses qu'il faut avoir. Et chez un junior, ce qu'on cherche en réalité, c'est quelqu'un qui va être curieux intellectuellement. On ne s'attend pas à ce qu'il sache tout, évidemment. Il est là pour apprendre. Quelqu'un qui est curieux intellectuellement, qui pose des questions, qui va aider lorsqu'il y a quelque chose à faire, et qui va être proactif aussi, qui va aller demander s'il peut aider à faire quelque chose. Et bien sûr, il faut savoir poser les questions au bon moment, pas toujours mauvais. Mais on m'avait bisuté à l'époque chez JP en me disant, j'avais demandé pourquoi est-ce que le marché baisse aujourd'hui. On m'a dit, tiens, tu vois la jeune femme là-bas au fond de la salle, va lui demander. J'ai été lui demander et insulté plus ou moins, parce qu'en fait, elle était longue le marché et puis elle perdait beaucoup d'argent ce jour-là. Et donc, on m'avait fait une farce un petit peu pour me faire engueuler. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, la légende, et c'est un peu un cliché, quand un trader perd de l'argent, il n'est pas forcément de bonne humeur. Donc il faut savoir choisir ses moments quand on va lui poser des questions. Il vaut mieux parler à un trader quand il gagne de l'argent, qu'il est en meilleure humeur. Maintenant, ceci étant dit, les meilleurs traders que j'ai eu dans ma carrière, c'est les traders qui étaient, comme on dit, poker face, c'est-à-dire on ne savait pas du tout s'ils gagnaient ou perdaient. Et ils avaient toujours la même attitude. Et pour moi, c'est cette maîtrise de soi, ce calme, surtout quand il y a des tempêtes. Alors, j'ai eu pas mal de crises, on peut en parler, sur le marché émergent, il y a à peu près une fois tous les 2 ans. Tous les marchés que j'ai touchés, ils ont eu des crises. Donc, comme je disais un jour dans une autre interview, je crois que je porte la poisse. Et donc, il faut savoir garder son calme dans la tempête. Et il faut savoir surtout prendre des décisions raisonnées. Voilà, il ne faut surtout pas laisser ses émotions prendre le dessus. En trading, c'est fatal. On peut parler de quelques biais cognitifs qui existent en trading, mais
mais il faut toujours être calme. Et puis, un junior doit savoir donc aider, poser des questions au bon moment, apprendre, absorber. Et c'est aussi important quand on va rejoindre une équipe de savoir que il y a une volonté du management d'apprendre, d'enseigner. C'est très important. J'ai coaché récemment une jeune trader dans une banque anglaise qui me disait qu'elle était livrée à elle-même, qu'elle ne pouvait pas poser de questions, elle ne savait pas très bien comment gérer le. Et ça, évidemment, c'est désastreux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des mentors et des professeurs, entre guillemets, qui m'ont beaucoup appris. Et d'ailleurs, un autre conseil, quand vous rejoignez une de ces grandes boîtes, il y a des programmes de mentoring qui sont offerts. Donc, si vous êtes jeune et que vous rejoignez, je ne sais pas, JP ou autre, sautez sur ce genre d'opportunité parce que un mentor, c'est quelqu'un qui ne va pas être votre manager, donc il va être dans un autre département, mais qui va être là pour vous écouter, vous aider, vous donner des conseils. Et je pense que c'est très très important, surtout au début de sa carrière, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire pour avoir une idée de comment naviguer le monde de corporate. Voilà. Ok. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre formation d'ingénieur et de comment ça vous a servi. Comment aujourd'hui, en tant qu'étudiant ingénieur, en gros, on peut tirer profit vraiment de cette formation dans la finance, même si ce n'est pas vraiment des choses qu'on apprend du coup à l'école, de quoi vous vous servez au quotidien en trading de votre formation d'ingénieur? Alors, une formation d'ingénieur, en simplifiant en une phrase pour moi, c'est la capacité de gérer la complexité. C'est-à-dire prendre un problème complexe et arriver à le décomposer en morceaux plus simples et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment ça le travail d'ingénieur. À partir de là, le trading et le marché financier, quelque part, c'est assez similaire parce qu'on a un problème avec des milliers d'équations avec des milliers d'inconnus. Et il y a tout un océan d'informations qui sont là. Donc il y a une complexité et il faut savoir décomposer cette complexité en problèmes beaucoup plus simples et essayer de gérer tout ce flux d'informations. Et encore une fois, l'ingénieur, c'est celui qui va résoudre le problème et avoir cet esprit de synthèse. Donc regarder le problème, décomposer et ensuite arriver à une solution. Donc je pense que pour gérer un portefeuille de trading, ben, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je disais au début, en fait, une bonne formation d'ingénieur, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de précis aujourd'hui, mais c'est plus développer cette capacité d'apprendre, de gérer la complexité et de résoudre les problèmes. Donc ça, c'est important. L'autre très, très, très bonne chose qu'on apprend quand on est ingénieur, donc on fait beaucoup de maths évidemment, on apprend le souci du détail et le fait d'être très précis. Alors quand on gère par exemple un portefeuille de produits dérivés, donc c'est très important d'être très précis, de ne pas laisser des choses au hasard, parce que c'est justement les risques un petit peu laissés au hasard qui parfois sont là et qui explosent à la figure. Donc il faut être très discipliné, très détaillé, gérer la complexité et avoir un très bon esprit de synthèse. Voilà, en 2 mots. Ok. Vous êtes resté du coup longtemps en trading. J'imagine que le métier a changé depuis vos débuts. Et une question qu'on se pose beaucoup en tant qu'étudiant intéressé par les marchés, c'est l'arrivée de l'IA. Comment vous pensez que ça va évoluer avec l'IA? Est-ce que vous pensez que ce sera toujours pertinent et utile d'être trader dans les années à venir? Alors, c'est une très très bonne question. On la pose très souvent. Et effectivement, avant de répondre, je dirais que la technologie, eh ben, elle a toujours été là de toute façon. Et à l'époque, quand je faisais une transaction de change, il fallait littéralement prendre son téléphone, ensuite écrire un ticket avec un stylo bic, le faire tamponner par une espèce de machine, et etc. Tout ça se faisait à la main. Aujourd'hui, évidemment, vous cliquez et le trade est fait. Et encore pire, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui vont exécuter de manière presque discrétionnaire et optimisée des ordres pour vous. Donc, est-ce qu'il y a encore un avenir dans le trading? Alors, je dirais que dans les produits simples, vanille, ça va être très difficile pour un trader humain d'avoir un vrai impact. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché des changes, par exemple, 80%, 90% des volumes sont faits de manière électronique. On n'a même plus besoin de traders humains pour des raisons d'ailleurs de compliance. On n'a plus de ce qu'on appelle des scandales de fixing, etc. Donc tout se fait quasiment à la machine. Maintenant, il y a des domaines qui sont encore illiquides, donc les marchés émergents que j'ai très bien connus parce que j'ai passé plus de 20 ans dans ces marchés-là. Lorsque vous avez un marché où vous avez littéralement 2, 3, 4, 5 banques seulement qui vont faire des prix, il y a encore de la valeur à faire ce qu'on appelle du market making, faire du trading, parce que la liquidité n'est pas forcément là. On ne sait pas ce qu'un actif va valoir. Et une machine aura beaucoup de mal aussi à comprendre ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Si un actif, un bond traite à 102 le lundi matin, et que ce bond ne traite pas pendant 3 jours, et un vendredi matin, un client vous demande un prix. Alors, le prix est où? Alors, entre-temps, vous avez je ne sais quoi en Iran, vous avez le pétrole qui est monté. Donc,
comment vous faites le prix. Donc ça c'est encore un savoir-faire qui existe. Et donc, les vrais market makers, on va dire old fashion comme moi à l'époque, vont parler aux clients constamment, vont essayer d'avoir des ordres, des expressions d'intérêt. Donc, moi, je suis vendeur à 103, moi, je suis acheteur à 100. Donc, bon, on a des fourchettes déjà. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui va être facile de modéliser sur une machine ou électroniquement. Donc, l'avenir du trading sur le marché liquide, je pense qu'il est toujours là. Et Dieu sait qu'il y a énormément d'illiquidités. On pourra parler, par exemple, private equity ou private credit qui est très à la mode en ce moment. Mais là, on est dans le royaume de l'illiquidité, c'est encore pire. Mais il y a toujours des classes d'actifs qui sont illiquides. Et guess what, comme on dit en anglais, les choses deviennent très illiquides dans les périodes de crise. Et les périodes de crise, j'en sais quelque chose, il y en a toujours. Il y a toujours des crises tous les 2-3 ans quelque part. Donc, il y a de la valeur avec market maker sur les marchés liquides, il y a de la valeur ajoutée à connaître un petit peu les players. Et puis, tout simplement, il y a aussi le fait que l'IA va aider la décision. Du côté buy side, les gestionnaires de fonds vont pouvoir prendre des décisions beaucoup plus facilement avec beaucoup plus d'informations. Mais, comme on dit, à la fin de la journée, quelqu'un devra prendre sa décision. Est-ce qu'on a envie de complètement outsourcer sa décision à une machine, ou est-ce qu'un être humain a envie de regarder ce qui se passe? Donc, je pense qu'il y aura une part des deux qui va être faite, mais encore une fois, on ne peut pas laisser des machines traiter tout le temps, quelles que soient les conditions de marché, parce que lorsqu'il y a des conditions extrêmes ou des conditions de crise, les machines peuvent vraiment exploser. Et je l'ai vu, je ne vais pas citer de chiffres, mais je l'ai vu aussi chez JP, où il est arrivé qu'on ait des moments assez exceptionnels, et dans lesquels les algorithmes font parfois des grosses bêtises, dans les deux sens d'ailleurs. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent ou perdre beaucoup. Donc je pense qu'il y a quand même, on n'est pas encore arrivé au niveau où il y aura que des robots dans un trading floor et que des algos. On a encore besoin de gens pour surveiller tout ça, pour vérifier que lorsqu'il y a des conditions extrêmes de volatilité, par exemple, les machines ne font pas n'importe quoi. Donc, deux réponses à ta question un peu. Je suis un peu long, mais j'essaie d'être un petit peu complet. Donc, dans les marchés moins liquides, il y aura toujours de la place pour des traders humains. Et dans les moments de crise, il y aura de la place pour une intervention humaine. Parce que parfois, il faut savoir débrancher les modèles ou les algos. Ok, super. Alors, on a bientôt fini. Une question, si vous aviez 22 ans, quel conseil aimeriez-vous entendre pour démarrer une carrière en finance? Alors, je vais essayer de répondre par une pirouette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Je le sais, je sais comme vous, le marché est très difficile. Je le vois avec mes élèves et mes clients que je coach. Donc en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, peut-être que le jeu, ce n'est pas de rejoindre Goldman Sachs ou JP Morgan aujourd'hui, mais essayer peut-être de trouver le prochain JP Morgan, le prochain Goldman Sachs. Comme je l'ai dit à l'époque, JP Morgan, pour donner deux petites statistiques, JP Morgan, à l'époque, c'était 15 000 personnes dans le monde, et c'est essentiellement d'US, et une market cap entre 10 et 15 milliards de dollars. Aujourd'hui, JP Morgan, c'est 350 000 personnes dans le monde et 800 milliards de market cap. Donc ça a effectivement explosé, et c'est pour ça que JP reçoit 300 000 CV par an pour 4 000, 5 000 jobs. Donc c'est très, très, très difficile de rentrer. Par contre, vous vivez une époque formidable, vous les jeunes, parce qu'il y a la technologie qui a un impact énorme sur ce qu'on fait, dans tous les domaines et en finance notamment. Et je pense personnellement que les bons profils aujourd'hui, c'est les gens qui bien sûr vont s'intéresser à la technologie, mais aussi essayer de comprendre le fonctionnement psychologique des marchés. Et si vous arrivez à avoir une compétence dans ces deux domaines, je pense que vous allez avoir un profil très demandé et très intéressant. Mais il ne faut pas se leurrer, ce que vous allez faire dans les 3 prochaines années, ce sera le début de votre carrière, et ensuite, dans 10 ans, ce sera autre chose. Vous allez avoir une carrière qui va être constamment en flux, et de la même manière que les systèmes, moi j'ai dû voir une quinzaine de systèmes différents dans ma carrière, parce que les systèmes qu'on utilisait il y a 30 ans, évidemment, ont disparu très vite. Et la technologie, il faut absolument être ouvert au changement de technologie, parce que, je donne un exemple très simple, à une époque chez JP, on avait développé une plateforme électronique pour faire des prix sur les swaps de taux en euros, donc une plateforme automatique, et il s'avère que le profit sur les dérivés de taux en euros, c'était un des plus gros profits de la banque sur la salle. Et donc le management a pris la décision de dire, en fait non, on va peut-être pas mettre en place cette plateforme parce que on va se tirer une balle dans le pied, quoi, parce qu'on gagne beaucoup d'argent comme ça, on va laisser le marché tel qu'il est. Guess what, quelques semaines plus tard, une banque concurrente, Barclays pour ne pas la nommer, sort une plateforme électronique et là, du coup, le marché a été obligé de s'aligner. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que il y a toujours une prime à celui qui commence, parce qu'il va être le premier, il va avoir plus de market share, et après tout le monde va suivre. Il ne faut surtout pas résister à ce changement. Il faut prendre la technologie à bras le corps et puis l'utiliser à son avantage et comprendre ce qu'elle fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super intéressant. Et pour terminer, on a un petit concept. Si
si ça ne vous dérange pas. On va faire un vrai ou faux sur les préjugés qu'on entend sur les salles de marché. C'est une bonne idée ça.